Cette histoire elle m'a laissé complètement KO. Je l'ai fini et je suis resté un long moment sans bouger. C'est l'effet La Tresse, de Laetitia Colombani. C'est ça. On ne lit pas un livre, on plonge au cœur du combat de 3 femmes pour leur dignité. C'est viscéral. Le mot qui me vient, c'est implacable. On suit Smita en Inde, Julia en Sicile et Sarah au Canada. Et ce qui est dingue, c'est qu'on perd pas une seconde. On est jeté dans leur vie au moment précis où tout est sur le point de voler en éclats. Ce sont 3 destins qui n'auraient jamais, mais alors jamais dû se rencontrer, et pourtant ils vont être liés par le fil le plus intime qui soit, sans même qu'elles le sachent. C'est ça qui est incroyable, non? Et tout ça part d'un seul et unique acte de rébellion. Alors avant même que leur monde s'effondre, ce qui est fascinant, c'est de voir les prisons dans lesquelles elles vivent déjà. Elles sont juste de nature très différente. On commence par la plus évidente, la plus brutale, celle de Smita, en Inde. Oui, la prison de Smita, elle est visible, elle est inscrite dans la société depuis des millénaires. C'est une intouchable, une Dalit. C'est la caste la plus basse, c'est même en dehors du système. Exactement. Son dharma, son destin, est scellé dès la naissance. Il est de faire le métier de sa mère et de la mère de sa mère avant elle. Et ce métier, le livre le décrit avec des mots crus, presque insoutenables. Elle ramasse la mère des autres à main nue. C'est sa réalité. Comment on peut même rêver quand on vit ça? C'est toute la question. Elle vit dans une misère absolue, mais elle a un rêve qui est plus fort que tout, c'est une obsession, que sa fille de 6 ans, Lalita, échappe à ça. Elle veut qu'elle aille à l'école. Voilà, elle veut pas lui apprendre le métier, elle veut qu'elle apprenne à lire, à écrire. C'est son unique horizon, briser la chaîne. Une prison sociale, religieuse. Et pendant ce temps, à l'autre bout du monde, changement de décor complet, on part au Canada, à Montréal, et on rencontre Sarah. En apparence, c'est l'incarnation de la liberté, de la réussite. C'est l'opposé polaire. Sarah est une avocate brillante, associée dans un des plus grands cabinets de la ville. Divorcée 2 fois, mère de 3 enfants, c'est une machine de guerre. Elle a tout sacrifié pour sa carrière. Elle est sur le point d'atteindre le Graal, devenir la dirigeante du cabinet. Mais sa prison à elle, elle est plus subtile. Elle la décrit elle-même comme un bassin de requins. C'est un monde d'hommes où la moindre faiblesse est fatale. Exactement. Sa prison, c'est cette exigence de la perfection constante. Elle n'a pas le droit de flancher, pas le droit d'être malade, pas le droit d'être une femme, au sens où ses collègues pourraient l'entendre, c'est-à-dire faible. C'est une prison dorée, mais les barreaux sont tout aussi solides que ceux de Smita en fait. C'est ça. L'une est une prison de tradition, l'autre une prison de modernité. Et entre les deux, on a notre troisième personnage, en Sicile, Giulia. Sa prison à elle semble presque confortable au début. Oui, la prison de Giulia, c'est celle de la tradition familiale. Elle travaille dans l'atelier de son père à Palerme. C'est une cascaturale. C'est un mot sicilien magnifique qui désigne cet art de traiter les cheveux humains pour en faire des perruques de luxe. Son avenir est tout tracé, quoi. Elle aime ce travail, elle est passionnée et elle va reprendre l'entreprise familiale. C'est une cage, mais une cage qu'elle semble aimer. C'est une cage qu'elle n'a jamais remise en question. La Sicile qu'on nous dépeint est très patriarcale. Les choses sont immuables. Son père est le padrone, elle est l'héritière. Le chemin est balisé. C'est une prison confortable, jusqu'au jour où les murs se fissurent. Pour chacune d'elles, il y a un événement, une détonation qui fait tout exploser. Pour Sarah, l'avocate, ça commence par un rendez-vous médical anodin. Et là, c'est la catastrophe absolue pour quelqu'un comme elle. Un diagnostic tombe, cancer du sein. Et dans son univers, le bassin de requin, elle sait immédiatement que c'est pas juste une maladie, c'est une condamnation professionnelle. Ah oui. Si ça se sait, sa promotion, sa carrière, tout est terminé. Les requins sentiront le sang. Alors, elle choisit le secret. Elle décide de se battre seule, de cacher sa maladie. Elle jongle entre les séances de chimio clandestines et les réunions au cabinet pour maintenir cette illusion de la femme invincible. Mais c'est une bataille perdue d'avance. Le secret finit par être découvert par la personne la moins attendue, son assistante, Inès. Une jeune femme qu'elle a elle-même formée. Oui, qu'elle a prise sous son aile. Et là, c'est la trahison la plus froide. L'ambition d'Inès dévore sa loyauté. Elle utilise l'information pour prendre sa place. C'est d'une cruauté. On lui retire ses dossiers, on annule ses rendez-vous. Elle est mise au banc, subtilement, mais sûrement. Sa carrière est anéantie. En Sicile, pour Giulia, le choc est tout aussi brutal. Son père a un grave accident de scooter, il tombe dans le coma. Du jour au lendemain, elle est seule aux commandes de l'atelier.
Et c'est là qu'elle découvre ce que son père lui cachait. Que le rêve est un cauchemar. L'entreprise familiale, la fierté de leur nom, est au bord de la faillite. Criblée de dettes, il n'y a plus d'argent. C'est la fin. Face à sa mère, lui propose la seule solution traditionnelle. Un sacrifice. Elle veut que Julia épouse un homme riche de la région, un certain Gino, qu'elle n'aime pas, pour qu'il renfloue les caisses. La phrase de la mère est terrible de résignation. L'amour viendra après le mariage. C'est le destin des femmes de sa famille. Sacrifier leur bonheur pour sauver l'honneur. La voilà face à un choix. Accepter de s'enfermer à vie ou tout perdre. Et pour Smita en Inde, le point de rupture est peut-être le plus révoltant. C'est le premier jour d'école de Lalita, le jour qui devait être le début de la liberté. C'est le jour où tous ses espoirs sont piétinés. Oui. Le maître d'école, un brahmane de la caste la plus élevée, voit cette petite intouchable arriver et sa réaction est d'une violence inouïe. Il l'humilie devant tout le monde. Il lui ordonne de prendre un balai et de nettoyer la classe pour lui rappeler sa place. Et la petite refuse. Elle a cette étincelle de fierté que sa mère lui a transmise. Et pour ça, le maître là-bas. C'est la scène qui change tout. Ce n'est plus Smita qui est humiliée, c'est sa fille. C'est l'avenir qu'on assassine sous ses yeux. Et à cet instant, des siècles de soumission se brisent en elle. C'en est trop. Elle prend la décision la plus folle, la plus radicale de sa vie. Fuir. Elle doit même affronter son mari, Nagarajan, qui, lui, est complètement résigné. Pour lui, il faut courber l'échine, accepter leurs conditions. Il a peur. Mais elle, la peur a changé de camp. Sa volonté de sauver sa fille est plus forte que tout. Alors elle part. Elle prend Lalita par la main et elle s'enfuit en pleine nuit, sans lien, vers le sud, vers un avenir totalement inconnu. C'est un acte de rébellion absolue. C'est incroyable de voir comment, au milieu de ces trois effondrements, c'est là que les fils commencent enfin à se tendre les uns vers les autres. Et tout va se jouer autour du cheveu. Exactement. Le cheveu devient le symbole et le lien concret. Revenons en Sicile. Giulia est au pied du mur. Elle refuse d'épouser cet homme qu'elle méprise. C'est alors qu'elle rencontre Kamal. Un immigré sikh venu du Cachemire. Un homme qui, comme Smita, a fui les persécutions. Une rencontre improbable. Et il va lui ouvrir les yeux. Il est cultivé, il connaît le monde, il tombe amoureux d'elle. Et c'est lui qui lui donne l'idée qui va tout changer. Il lui parle de l'Inde, du commerce des cheveux là-bas, et il lui dit « Pourquoi ne pas importer des cheveux indiens ?» Pour ce petit atelier sicilien traditionnel, c'est une révolution. C'est s'ouvrir au monde. C'est une idée folle, mais c'est sa seule chance de sauver l'atelier sans se sacrifier. C'est son acte de rébellion à elle, l'innovation. Et c'est là le moment magique, où tout bascule. Parce que pendant que Julia cherche à importer des cheveux d'Inde, Smita, elle, est en plein exode, vers le sud. Son voyage est un enfer, mais elle arrive finalement à une étape cruciale, le grand temple de Tirupati. C'est un lieu de pèlerinage immense. Et là-bas, pour remercier le dieu Vishnu de les avoir protégés, elle et sa fille, elle décide de lui faire l'offrande la plus précieuse qu'elle possède. La seule chose de valeur qui lui reste, Ses cheveux. ses cheveux. Ses cheveux et la magnifique longue tresse de Lalita. Elle se rase la tête. C'est un sacrifice total, un geste de dévotion absolue où elle donne tout ce qu'elle a physiquement en échange d'un espoir, un avenir pour son enfant. Et ses cheveux ne sont pas perdus, le temple les revend. On imagine alors cette tresse chargée de toutes les larmes et tous les espoirs de Smita commencer son propre voyage. Et ce qui est brillant dans la construction du roman, c'est que ce lien n'est pas magique, il est économique. C'est la globalisation, souvent critiquée, qui devient ici, ironiquement, le vecteur d'une sororité invisible. Les cheveux de Smita deviennent une marchandise qui sauve l'entreprise de Julia. Et ils arrivent en Sicile. C'est le premier ballot que Julia reçoit. Des cheveux indiens magnifiques. Ce qui va lui permettre de relancer l'atelier, de rembourser les dettes et de vivre son amour avec Kamal. Le sacrifice de Smita devient, sans qu'elle le sache, le salut de Julia. Et le fil ne s'arrête pas là. Il continue son voyage. Parce que pendant que l'atelier de Julia est sauvé, Sarah, au Canada, est au fond du trou. La chimio lui a fait perdre tous ses cheveux, elle a perdu son travail, sa confiance, son identité de guerrière. Elle est anéantie. Qu'est-ce qui l'a fait tenir? C'est le souvenir de sa propre mère, qui a elle aussi lutté contre un cancer. Elle se souvient de sa dignité. Ça lui donne une étincelle de force. Et elle décide que son premier acte de résistance, le premier pas pour se reconstruire, sera d'aller s'acheter une perruque. Elle va dans une boutique, essaye des modèles synthétiques sans âme. Et puis,
La vendeuse lui sort une pièce spéciale, une perruque incroyable, de longs cheveux noirs soyeux. Ce sont des cheveux indiens, lui dit la vendeuse, traités en Italie. La boucle est bouclée. C'est la perruque fabriquée dans l'atelier de Gilia, avec les cheveux de Smita et de Lalita. Quand Sarah pose cette perruque sur sa tête, ce n'est pas juste une chevelure qu'elle retrouve, c'est une armure. C'est la force de Gilia, c'est l'espoir de Smita, c'est le début de sa renaissance. Ces trois femmes, qui ignoraient et ignoreront toujours tout les unes des autres, sont désormais unies par ce lien incroyable, intime et puissant. Une tresse d'espoir et de solidarité anonyme tissée à travers les continents. Le sacrifice de l'une est devenu le salut de la deuxième, qui est devenu la force de la troisième. C'est une construction magnifique. Mais le livre nous laisse sur une question vertigineuse. La tresse est complète, le lien est tissé, Sarah entame sa reconstruction, Julia a sauvé son entreprise et trouvé l'amour. Mais Smita Elle est arrivée au bout de son voyage, épuisée, à Chennai. Elle a tout donné, elle a fait son offrande. Et maintenant? Est-ce que ce geste désespéré suffit vraiment à briser le cycle? Un sacrifice, aussi absolu soit-il, peut-il vraiment défaire des millénaires d'injustice? C'est là que l'histoire, la vraie, elle ne fait que commencer. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.